Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Gu, je vais présenter aujourd'hui un topo sur les pathologies hépatiques de la grossesse à partir d'un cas clinique d'une patient qui a eu ses jours en maternité. La cytolyse chez la femme enceinte, ça peut concerner des hépatopathies spécifiques de la grossesse, mais aussi des hépatopathies aiguës et chroniques que vous retrouvez chez tout le monde. Donc c'est une problématique qui entraîne mort de mortalité, avec un taux d'hospitalisation et de décès qui a tendance à augmenter au fil de la. Donc notre patiente, elle avait 27 ans, pas d'antécédents particuliers, une grossesse physiologique jusque-là, primipare, et elle se présente à 32 semaines et 4 jours pour des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, des douleurs thoraciques et des contractions ovaires. Les constantes à l'arrivée ont une hypertension avec 525 de systole, par ailleurs normale, avec une crotte à la début, et un abdomen qui était douloureux, des contractions utérines, des réflexes ostéotensionnels qui étaient normaux, platine fonctionnelle d'hypertension, et un premier bilan qui montrait une insuffisance rénale aiguë avec une créatinine à 165, une cytolyse à 6 à 7 N avec une cholestase associée et un éclair à biologie et une thrombopénie à 120 Gb par litre avec des anomalies de l'hémostase et un PPI qui commençait à s'abaisser à 66%. Donc à ce moment-là, elle était en maternité de niveau 2A. Et donc, qu'est-ce que vous pensez pouvoir suspecter à ce stade? Donc, une JAG, un HELP syndrome, une hyperémèse gravidique, une hépatite virale aiguë, une cholestase intrahépatique gravidique sévère. Et donc, quelle serait la prise en charge initiale chez cette patiente? Donc, effectivement, on peut se permettre d'éliminer ces deux diagnostics différentiels dont on a rapidement parlé. Et donc, la prise en charge initiale de cette patiente, ça a été donc, une dose de charge en sulfate de magnésium à visée et maternelle et fétale, une première injection corticoïde de l'épuration pulmonaire, l'initiation d'un protocole de tocolyse pour pouvoir la rapprocher d'une maternité de 2003 et de procéder à une extraction en urgence. Donc l'hyperémèse gravidique, en quelques mots, c'est des nausées et des vomissements importants au premier ou au deuxième trimestre, avec une perte de poids supérieure à 5%, des signes cliniques de déshydratation, un score de PUC supérieur ou égal à 7. Et donc ça concerne 0,3 à 1% de grossesse, et il faut savoir qu'on peut retrouver un bilan hépatique altéré avec également une cytolyse, qui est généralement modérée entre 1,5 et 3 N. Les complications, ça va être donc facilement des troubles neurologiques, ça peut être jusqu'à l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Il faut toujours penser à prévenir l'encephalopatie comme supplémentant. Et donc on a un retentissement psychologique qui est assez important. Donc ça, c'est une étude transversale sur 5000 patientes. Et donc elle va raconter quand même très souvent des idées suicidaires dans 25% des cas de façon très régulière, enfin de façon régulière, et dans 6% des cas de façon quotidienne. Et 5% avaient recours à l'IVG, donc 50% déclaraient un recours à l'IVG lié à l'hyperémèse gravidique. Il peut y avoir aussi des complications fétales, à savoir une restriction de la croissance fétale et des troubles neurodéveloppementaux ou du spectre autistique. La prise en charge, donc bien sûr, il faut toujours surveiller le ionogramme urinaire, le ionogramme sanguin, pardon. Si on a des symptômes qui s'aggravent avec un traitement d'appareil, il ne faut pas penser à éliminer les diagnostics différentiels, donc refaire un bilan et penser à faire l'échographie abdominale. Et pour nous, il faut surtout avoir en tête les critères d'hospitalisation, donc les électrolytiques sévères, l'insuffisance rénale aiguë et la perte de poids supérieure à 10%. C'est les recommandations ici. Ensuite, la cholestase intrahépatique gravidique, c'est la pathologie hépatique la plus fréquente de la grossesse. 4% des grossesses en Amérique du Sud, plutôt 0,7% en Europe, qui va apparaître au cours du deuxième ou du troisième trimestre et surtout qui va disparaître très rapidement après l'accouchement, donc ça c'est assez spécifique. Et donc les facteurs de risque décrits, c'est les grossesses gémellaires, les parcours de fil, l'hépatite C chronique, la physiopathologie, on n'en parlera pas trop, elle est multifactorielle. On a au premier plan un prurite qui va régresser très rapidement donc après l'accouchement. Et donc il faut savoir qu'on peut avoir une cytolyse qui peut être assez importante, qui peut parfois passer au-delà de dizaines. Le dosage spécifique, c'est la concentration des acides sériques qui va être augmentée. Il faut penser à faire une échographie chez ces patientes, et dans 20 à 30% des cas, on retrouvera des études lithiasiques qui sont forcément une conséquence pour la grossesse. Et donc les complications, elles sont principalement fétales, à savoir une prématurité dans 20 à 40% des cas, et on peut avoir des morts fétales in utero assez brutales dans 1 à 3% des cas, et d'autant plus si on passe au-delà du seuil de 37 semaines d'aménorrhée. Et donc la prise en charge, ça va consister en une surveillance maternelle, à savoir des bilans hépatiques, une surveillance fétale avec des monitorings réguliers, un traitement symptomatique du prurite, qui va donc de l'hydroxyzine à l'acide ursodesoxycholique,
forme sévère, et donc il faut penser à discuter d'un déclenchement à 37 ou à 37 semaines selon la gravité, donc selon les dosages de l'étude. Donc notre patiente, elle est transférée donc, chez nous, césarisée en urgence sous anesthésie générale dans les troubles de l'hémostase, sur initialement une suspicion de HELP débutant avec des anomalies de rythme cardiaque fétal. Sur la césarienne, il n'y a pas d'HPP, pas d'HRP, il y a un petit garçon prématuré avec une acidose lactique initiale. Donc parmi les complications suivantes, qu'est-ce qui vous orienterait plus vers la chague que vers le HELP? Donc une hémolyse, une insuffisance rénale aiguë sévère, oui, une insuffisance hépatocellulaire, un tableau d'Anasarc, une thrombopénie et des troubles de la conscience. Effectivement, ces quatre symptômes, ça va plutôt rentrer dans le cadre de la chague, mais on peut aussi le trouver parfois dans le HELP. On va parler rapidement du HELP, qui concerne 10 à 20% des prééclamptiques, qui elle-même concerne 2 à 8% des grossesses. Il faut avoir en tête que 20-25% des HELP qui vont avoir lieu dans les 48 heures du postpartum, et ça induit une mortalité maternelle de 1 à 4% et une mortalité périnatale de 20 à 30%, et qu'on peut retrouver des HELP sans répondre aux critères de prééclampsie. Pour exemple, cette cohorte de 450 patientes présentant un spectre de toxémie gravidique, et il y avait 4% des patients qui présentaient un HELP, mais sans répondre aux critères de prééclampsie. Je vous rappelle rapidement la pathogénèse de la prééclampsie. Donc, dans un premier temps, c'est un défaut d'invasion trophoblastique avec un défaut de modulation des artères spirales utérines qui va induire une hypoperfusion du placenta et donc une hypoxie placentaire, qui va induire elle-même une augmentation de la sécrétion de sarcofacteurs et une diminution de la sécrétion d'autres facteurs avec une balance plutôt anti-angiogénique. Et donc une dysfonction endothéliale maternelle qui va concerner surtout les ventricules chronométrés, donc du rein, du foie et du cerveau. Donc je vous passe les complications d'organes que vous connaissez déjà et on va aller directement à ce qui se passe au niveau du foie. Donc au niveau du foie, on va avoir des dépôts de fibrine au niveau des sinusoïdes périportaux avec associé à ça des microthromboses, de l'inflammation et du stress oxydatif qui vont donner lieu donc à des foyers de nécrose hépatocytaire, plus ou moins des infarctus hépatiques, qui peuvent se transformer en foyers d'hémorragie. Surajouté à ça, on va avoir une neuroangiogénèse réactionnelle à l'ischémie tissulaire, et ça va être des néovaisseaux qui sont fragiles, et qui sont d'autant plus fragilisés par l'hypertension, ce qui va augmenter le risque hémorragique. Et donc le tableau, ça peut être donc un HELP, donc avec une cytolyse et une congégative biologique, des infarctus hépatiques qui peuvent parfois être très étendus, comme on peut voir ici, et des hématomes sous-capsulaires qui peuvent aller jusqu'à la rupture. Donc, ce qui peut favoriser les ruptures, c'est les pics hypertensifs, donc il faut vraiment s'astreindre à contrôler la tension chez ces patientes, les traumatismes et l'extension de la maladie avec une extension des lésions et néphrotico-hémorragiques. Je vous passe le détail de la clinique et de la paraclinique. Je voulais surtout appuyer le fait que le tableau neurologique du HELP, c'est surtout des signes fonctionnels de l'hypertension et des signes prémonitoires de l'hypoxie, mais ce ne sera pas de l'encéphalopathie hépatique à proprement parler et qu'il n'y aura pas ou peu d'insuffisance hépatique. Donc l'anapathologie, c'est rare qu'on aille jusqu'à faire une biopsie chez ces patientes. Quand elles sont réalisées, c'est plutôt en transjugulaire dans les troubles de l'hémostase ou en césarienne. Et donc on peut avoir des dépôts de fibrine dans les sinusoïdes hépatiques, de l'hémorragie périportaire, de la nécrose hépatocytaire. Et à savoir, dans un tiers des cas, on peut retrouver une stéatose microvésiculaire qui est la lésion également retrouvée dans la chaîne. Donc la prise en charge, je vous renvoie vers les RFE de 2020 de notre société savante. Je voulais juste vous repréciser que le HELP en lui-même est un critère de gravité de la prééclampsie et donc indique en tout cas sur ses recommandations de réaliser une injection de sulfate de magnésium pour prévenir l'éclampsie chez ces patients. Pour la prise en charge des complications hépatiques, donc ça va être un traitement médical initialement avec une correction des troubles de l'hémostase et un contrôle tensionnel. Si on a affaire à un hématome rompu, on va favoriser l'embolisation si on peut. Et si on n'a pas le choix, on ira à la chirurgie en urgence, c'est ce que je appelle la chirurgie de damage control, avec un packing dans un premier temps. Et si on a affaire à un hématome non rompu, ce serait plutôt une stratégie attentiste avec une stratégie médicale de contrôle de l'hémostase et de la tension et de surveillance. Et donc, dans la majorité des cas, des HELP, s'ils évoluent bien, ce sera une réévaluation des lésions hépatiques dans lesquelles vous êtes. Donc, ma patiente en post-césarienne, elle va présenter un tableau surtout d'Anasarc avec de l'acide abondante, un épanchement pleural bilatéral, mais même d'épanchement péricardique.
Biologiquement, finalement, elle ne présente jamais d'hémolyse, une thrombopénie qui n'est pas très importante à 120 Giga par litre et qui va récupérer une protéinurie qui est restée inférieure à 1 g par 24 heures, une insuffisance rénale aiguë quadrique 3 sans critère de corrélation extrarénale. Sur le plan hépatique, elle n'a pas présenté d'hypoglycémie, une petite acidose lactique initialement, une hyperamylémie modérée, une hypoalbuminémie qui est descendue jusqu'à 28 g par litre. Et sur le plan de l'hémostase, un TP qui s'est abaissé jusqu'à 48%, avec dans un premier temps une baisse du facteur 7, puis du facteur 2, mais un facteur 5 qui restait normal au cours de la prise en charge. Et une cytolyse qui s'est stabilisée en post-césarienne, puis qui a commencé à régresser, les J4, et une hyperleucocytose qui est montée jusqu'à 44 Giga par litre, prédominant sur les PNN et sans foyer infectieux associé. Donc, la prise en charge a été symptomatique et médicale, avec une supplémentation en vitamine K pour corriger l'hémostase, une optimisation de sabonomie, une perfusion d'albumine à 1 kg avec des symptomatiques sur avis des hépatogastro et une ordre clinico-biologique qui permettrait chez cette patiente une résolution complète des anomalies à 1 mois. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait proposer comme exploration pour le bilan étiologique? Cette patiente, elle a tout vu, à peu près. Donc, pour le premier temps, elle avait une échographie abdominale qui montrait un foie normal, pas d'anomalie des vaisseaux, pas d'anomalie vasculaire et cette acide abondante. Une échographie rénale également qui montrait pas de dilatation pyélocalicielle. L'IRM, elle a été réalisée à 6 semaines, donc elle était normale. Le fibroscan, était normal également. On a éliminé bien sûr les hépatites auto-immunes, la maladie de Wilson, le SAPL. Sur le plan anatomopathologique, au niveau du placenta, on avait des lésions de malperfusion placentaire plutôt côté maternel. Et cette patiente, elle n'a finalement pas eu de biopsie hépatique puisqu'une balance bénéfice-risque qui n'était pas en faveur pour elle. Et on a bien sûr éliminé les hépatites virales et on n'avait pas d'argument pour une hépatite toxique. Et donc on a pris l'avis de plusieurs spécialistes et finalement on n'était pas tous d'accord, puisque donc, nous et les internistes et les obstétriciens, on pensait plutôt à une chag, mais les hépatogastro, ils étaient assez contre, puisque pour eux, le facteur 5 étant resté normal, il n'y avait pas de réelle insuffisance hépatocellulaire. Donc ils pensaient plus à un HELP atypique. Donc la chag, c'est une pathologie qui est rare, qui concerne en grossesse sur 7 000 à 15 000, qui apparaît au 3e trimestre, plutôt vers 36 semaines d'aménorrhée, et qui peut aussi apparaître dans le jour du postpartum. Le facteur de risque identifié, c'est la grossesse multiple, le fœtus masculin, la prénitarité, les troubles de la bêta-oxydation des acides gras fétaux, les antécédents de chag, une pathologie concomitante à type de prééclampsie ou de HELP, qu'on retrouve dans 20% des cas, et un IMC bas. Donc, la mortalité maternelle elle était de 70% dans les années 80. On a réussi à la diminuer jusqu'à 10% sur le dernier chiffre. Et donc, ce qui est décrit, c'est que dans 100% de survie, quand on réalise l'extraction à moins d'une semaine de l'apparition des symptômes, et donc 30% de mortalité si on attend plus de 2 semaines après l'apparition des premiers symptômes. Donc, la mortalité périnatale est de 10 à 15%. L'attente hépatique, elle va s'arrêter dans les 24 à 48 heures du postpartum et on va récupérer une fonction hépatique favorable dans les 4 à 6 heures. Donc la physiopathologie de la chag, elle reste un peu incomprise et tout ça c'est le stade d'hypothèse puisqu'on ne retrouve pas ces déficits de la bêta-oxydation chez toutes les patientes et tous leurs nouveau-nés. Mais donc la théorie, ce serait que l'unité fœtoplacentaire étant codée par le matériel génétique du fœtus, le placenta étant un site de bêta-oxydation des acides gras assez important puisque les acides gras étant une source énergétique importante pour la croissance fœtale, d'autant plus en fin de grossesse. Et donc on aurait un déficit homozygote chez les fœtus, donc ce qui est le plus retrouvé, c'est des mutations en L4, donc en longue chaîne hydroxyacyle-CoA déhydrogénase, mais aussi des mutations, des déficits des deux autres enzymes de la mitochondriale trifonction protéine, ou des mutations de la NCAD, ou des carnitylpalmitoyltransférases, donc c'est les récepteurs membranaires de la mitochondrie qui permettent de faire passer les acides gras à longue chaîne associés à une carnitine dans la mitochondrie qui puisse être métabolisée. Et donc on aurait un déficit homozygote fœtal, et donc une accumulation dans la circulation maternelle, une mère qui serait donc hétérozygote en cette mutation, et qui, surajoutée à ça, on aurait une oxydation mitochondriale maternelle diminuée en fin de grossesse. L'hypothèse ce serait lié à une augmentation des hormones à la grossesse, et donc une accumulation multi-organes et surtout hépatique de certains métabolites toxiques qui vont induire une toxicité cellulaire, du stress oxydatif et donc de la fructose. Et donc on aura un tableau de stéatohépatite qui peut aller jusqu'à la déférence multiviscérale, avec notamment, on peut avoir une pancréatite biologique chez ces patientes,
de la dysfonction endothéliale, une atteinte surtout rénale et placentaire, avec un orage cytokinique potentiellement associé. Donc le diagnostic, ce qui est plus ou moins validé, pas encore dans la documentation pour l'instant, c'est les critères de Swansea. Donc il faut répondre à plus de 6 critères sur ces 15 critères. Donc c'est sur le plan clinique donc des symptômes digestifs, une polyurie polydipsie qui s'intégrerait dans le cadre d'un syndrome d'un diabète insipide, un tableau d'encéphalopathie, des stigmates biologiques d'insuffisance hépatocellulaire, mais aussi de souffrance hépatique avec des transaminase qui vont s'élever, d'insuffisance rénale aiguë avec une créatinémie, un acide urique qui est élevé, et une hyperleucocidose qui peut aussi également être très élevée. Avec l'opération, on va avoir un peu de l'acide, et sur la biopsie, ce sera une stéatose microvésiculaire. Donc, ce score il a été proposé dans les années 2000, et donc ce papier en 2011, c'est proposé par valider avec exactement comme gold standard la biopsie hépatique. Et donc, il retrouvait une sensibilité de 100%, donc une spécificité qui est assez modeste de 57%, avec dans 40% des cas confirmés à la biopsie, un tableau également répondant au critère. Il faut savoir également qu'il y a 8 critères parmi ces critères qui rentrent également dans le tableau de Epstein. Donc, sur les coupes d'anapathes, pareil, on ne va pas toujours faire des biopsies. Si on le fait, ce sera pour le HELP. Ces anomalies à la biopsie, elles vont régresser dans les 3 à 5 semaines. Donc, si on a un doute diagnostique et si on a une évolution qui n'est pas favorable dans les 3 premières semaines, on peut aller discuter de la biopsie. Et donc, on retrouvera une stéatose micro- ou macromoléculaire périphysio-hépatique. On aura peu d'atteinte des zones périportales, contrairement au HELP. Une ballonisation hépatocytaire avec une plaque qui est dense. Et on va visualiser peu de nécrose hépatocytaire pylorique. Donc, la prise en charge du HELP, donc dans un premier temps, l'arrêt de la grossesse de façon urgente, donc dans 70% des cas, c'est une césarienne. Donc, franchement, on laisse le temps dans le déclenchement. Il va falloir gérer donc, de façon symptomatique la déchéance hépatique, éviter bien sûr les hépatotoxiques et les néphrotoxiques. Donc, dans la littérature, il y a quelques décisions de transplantation hépatique orthotopique ou auxiliaire. La transplantation auxiliaire dans cette pathologie, elle a un sens puisque donc, on laisse le foie natif en place. On met un greffon jusqu'à ce que le foie natif récupère ou pas. Donc là, si ça récupère, on peut ne pas récupérer le greffon et d'autre part épargner un traitement immunosuppresseur à vie à la patiente. Donc penser à la suppléance d'organes, notamment rénales si besoin. Et il va falloir rechercher les mutations et les déficits de dépertisation chez le nouveau-né, puisque c'est une pathologie qui peut avoir des conséquences graves chez le nouveau-né, notamment des sous-exonération, des cardiomyopathies. Donc en France, ce sont des pistes systématiquement par le test de Guthrie, c'est le déficit en MCAD. Donc, on peut le retrouver dans les tableaux de Scheib, mais les pays comme les États-Unis ont des pistes systématiquement également tous les autres déficits, notamment le déficit en LCAD qui est d'autant plus conservé dans la Scheib. Et donc les pistes qui sont évoquées, en tout cas dans les revues, c'est les échanges plasmatiques, la suppléance hépatique, on parlera rapidement. La NAC, je n'ai pas trouvé de papier sur l'utilisation de la cystine dans cette indication, mais on sait que c'est communément en tout cas utilisé dans les insuffisances hépatiques aiguës, sans forcément une étiologie d'intoxication en paracétamol. Et pour l'instant, dans les critères diagnostiques, la place de l'URM n'est pas tout à fait définie. On sait que c'est l'outil le plus précis pour évaluer une stéatose après la biopsie, bien sûr. Donc, ça, c'est un papier paru en 2012. C'est un essai contrôlé mais non monocentrique qui évalue l'impact clinique des échanges plasmatiques chez les patients atteints de Scheib. Et donc qui ne montre pas de différence sur la mortalité, mais une durée de récupération d'insuffisance hépatique aiguë et une durée de hospitalisation qui est plus courte. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils évaluent aussi des critères biochimiques. En fait, ils mettent en culture des hépatocytes bovins auxquels ils ajoutent du sérum, le plasma des patientes. Donc là, c'est le plasma de patientes contrôle qui ne sont pas atteintes. Ça, c'est les patientes qui n'auront pas d'échange plasmatique. Ça, c'est les patientes avant le premier échange, après le premier échange, avec le liquide de récupération du premier échange. Et ça, c'est un test contrôle avec du PFC. Et donc, on voit qu'il y a effectivement une réduction du stress oxydatif
une récupération de la fonction mitochondriale après les échanges plasmatiques, en tout cas partiels, et une diminution des marqueurs de la lactose. Et donc ça, c'est les dosages donc, avant la séance d'échange plasmatique, après la première et après la deuxième, puis après la troisième, et donc ça suggère une relation dose-effet de ces échanges plasmatiques, avec une diminution du stress oxydatif et une récupération de la fonction mitochondriale plus rapide et une diminution de la lactose plus rapide chez les patients qui vont en traitement dans l'échange plasmatique. Donc ça, c'est aussi ce que j'ai vu donc, pour les échanges plasmatiques. Donc une cohorte de près de 300 personnes atteintes de SHAG qui sont matchées en 1 pour 1 sur un score de propension avec ou sans échanges plasmatiques. Donc une mortalité globale qui était de 17%. Les facteurs de risque identifiés de mortalité, c'est l'encéphalopathie hépatique et l'hémorragie du postpartum. Donc dans ce papier, ce qu'il retrouve, c'est une mortalité à 60 jours qui est diminuée potentiellement grâce aux échanges plasmatiques, avec un ratio à 0,42 et une durée d'hospitalisation qui est réduite. Et en dessous, c'est une méta-analyse qui revoit donc les différents case reports où on parle d'échanges plasmatiques plus ou moins associés à déclaration extra-rénale. Il y a 2 cas de mars. Et donc, ce qu'il retrouve, c'est que le type ou le nombre de séances de suppléance, quelle qu'elle soit, ne change pas la mortalité. Le seul critère qui impacte la mortalité, c'est le syndrome de libération viscérale. Et donc, on a finalement très peu de données pour ces thérapeutiques, mais des données qui sont encourageantes avec un rationnel physiopathologique. Donc la problématique de la SHAG, elle est surtout diagnostique et l'urgence de l'extraction. Donc ça, c'est un tableau comparatif de ces 2 diagnostics différentiels principaux finalement. Donc les symptômes digestifs, globalement, ils sont présents de façon assez équivalente. Donc ça, c'était pour vous montrer que l'insuffisance hépatocellulaire est vraiment beaucoup plus présente dans les tableaux de SHAG, avec une encéphalopathie associée, que l'insuffisance rénale aiguë, elle est présente beaucoup plus dans les SHAG. Que biologiquement, on va avoir un taux d'antithrombine qui est beaucoup plus bas dans les tableaux de SHAG et une thrombopénie qui est beaucoup plus marquée dans les tableaux de HELP par rapport aux thrombopénies qu'on retrouve dans la SHAG. Donc il y a quand même des hypothèses de chevauchement entre ces 2 syndromes, avec l'hypothèse d'un même spectre, puisque chez les fœtus atteints d'un déficit en LCA, donc on peut trouver principalement des SHAG, mais également il y a quelques cas de HELP ou de SHAG qui ont également un HELP syndrome surajouté de 20%. Donc ça, c'est juste pour l'anecdote. À votre avis, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer comme dernière pathologie hépatique spécifique de la grossesse? Voilà, c'était juste pour vous montrer les images, parce qu'on les verra probablement jamais c'est une grossesse ectopique intrahépatique. Donc voilà, pour conclure, je vous ai mis un petit arbre diagnostic de la cytolyse à la grossesse. Je vais tout expliquer.